2, 1, à vous. Bonjour à tous et bienvenue à ce Let's Talk About IT. Aujourd'hui, on va parler cyber. Pour faire suite à un dernier talk qui a été réalisé sur l'OSINT l'année dernière, aujourd'hui, on se donne un nouveau rendez-vous avec un sujet sur les ransomware. Donc, l'idée, ça va être de vous expliquer un petit peu l'histoire des ransomware et puis les enjeux que ça peut représenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une équipe de 4. Donc, on travaille tous chez Soprasteria au sein de l'agence cyberdéfense et renseignement. Et on va vous faire cette présentation. Donc, moi, je m'appelle Margot Blandel-Coquet et puis je suis chef de projet sur le sujet d'analyse de vulnérabilité. Guillaume Magnier, moi je suis responsable technique. Antoine Vaillant, donc moi je suis ingénieur cyberdéfense et intégrateur. Et enfin, Laurent Graff, donc je suis ingénieur cyberdéfense et développeur. On va vous faire une présentation un petit peu en 4 étapes. Donc, on va vous définir qu'est-ce que c'est que les ransomware. Vous présenter également une évolution des ransomware à la fois au niveau technique et au niveau organisationnel. Vous présenter également la phase de réaction qu'il peut y avoir autour des ransomware et puis finalement comment est-ce qu'on peut réduire les risques. Avant de commencer, on tient à vous préciser que tout ce qu'on va vous présenter comme chiffres, ce sont des indicateurs. Ils sont à prendre avec des pincettes, évidemment. Sur les ransomware, par exemple sur les incidents, on va être très dépendant du déclaratif et les informations ne sont pas toujours diffusées. Il y a un juste niveau d'information qui est diffusé et donc c'est rare que les détails d'une attaque soient diffusés. Donc, ce qu'on va vous présenter comme chiffres, c'est basé à partir d'éléments qui ont été déclarés par les différentes organisations qui ont été victimes. On va commencer par les ransomware. Qu'est-ce que c'est? Et avant de commencer, Antoine, je peux te faire votre parole tout de suite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On essaiera de faire des pauses dans la présentation pour pouvoir vous apporter des réponses au cours de la présentation. Du coup, qu'est-ce que c'est les ransomware finalement? Donc, ce sont des logiciels malveillants, ce qu'on appelle des malwares, qui vont chercher à bloquer l'accès à un système informatique en chiffrant les données qu'il héberge ou juste en empêchant d'accéder aux fonctionnalités de base de ce système. Ce qu'on peut observer également dans les ransomware les plus modernes, c'est qu'il y a quasiment toujours une part d'exfiltration de données. Donc, on va chercher à extirper des informations du système avant de les chiffrer pour éventuellement déclencher de nouveaux leviers de pression sur les victimes. Donc, on connaît 2 types de ransomware principalement. Les ransomware qu'on va appeler donc les lockers, qui vont chercher donc à empêcher l'accès aux fonctionnalités de base du système affecté. Ça peut être empêcher le système de démarrer tout simplement ou bloquer l'affichage du système. Et les ransomware qu'on va appeler crypto, qui eux vont chercher à vraiment chiffrer les données pour empêcher de les consulter. L'objectif vraiment premier de ces ransomware, c'est avant tout donc l'extorsion d'argent en l'échange d'une promesse. Et c'est important de noter que c'est bien une promesse de retrouver l'accès à ces données ou à son système. Pourquoi une promesse? Tout simplement parce qu'on n'a aucune garantie. On est quand même sur des groupes malveillants. Aucune garantie de retrouver l'accès à ces données. On va l'évoquer pendant toute cette présentation. Il y a une grosse évolution de ces ransomware au cours de ces 20 à 30 dernières années. On est vraiment passé d'un système de diffusion manuelle de ces ransomware avec des recettes vraiment très faibles à des ransomware qui se diffusent maintenant globalement de manière mondiale, qui reposent sur des paiements en crypto-monnaie pour un peu dissimuler les paiements et qui génèrent énormément de recettes en très peu de temps. Donc, je parlais d'évolution justement de ces ransomware. On a noté 5 principaux axes d'évolution sur cette période. La première étant une évolution technique, bien évidemment. L'informatique s'est développée pendant ces années, donc évidemment, les groupes d'attaquants se sont appuyés sur ces évolutions. Donc, on a peu à peu introduit des techniques de phishing de plus en plus avancées, notamment. On s'est appuyé sur des systèmes, des réseaux de botnets pour dissimuler d'autant plus efficacement les sources des attaques. On exploite de plus en plus de vulnérabilités récentes et de plus en plus de vulnérabilités sont découvertes de manière globale
Donc ça facilite également cette diffusion. Et bien évidemment, comme tout projet informatique, j'ai envie de dire, on s'est appuyé sur de l'industrialisation et des techniques de chiffrement qui sont beaucoup plus robustes qu'avant. Donc le deuxième axe, c'est la dissimulation. Donc je parlais des botnets pour dissimuler un petit peu la source des attaques, mais on a également des techniques d'obfuscation de code. Donc ce sont des méthodes qui permettent de rendre les ransomware plus difficiles à analyser par les chercheurs en sécurité et qui vont donc complexifier l'analyse et la remédiation de ces attaques. Et ce qu'on observe également, c'est des groupes d'attaquants qui vont opérer des mutations très fréquentes de leur ransomware pour brouiller un petit peu les pistes. D'un point de vue monétisation, donc comme je le disais en introduction, on a des recettes qui sont beaucoup plus élevées. Et ça s'est opéré par la mise en place de mécanismes de pression en fait sur les victimes. Donc on a mis en place des comptes à rebours qui incitent les victimes à payer très rapidement sans forcément trop réfléchir. On a des mécanismes de double extorsion sur lesquels on reviendra un peu plus tard dans la présentation, qui permettent également d'activer de nouveaux leviers auprès des victimes. Et on va avant tout miser, donc, comme je le disais, sur la rapidité, la réponse instinctive, à savoir j'ai une menace, mon système est menacé, je dois payer pour rétablir la situation. D'un point de vue organisationnel, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le ransomware as a service, qui est un modèle, voilà, comme on peut le voir avec le cloud, où vraiment des services de ransomware vont offrir leurs services, hein, tout bêtement, à d'autres acteurs malveillants. Et on observe vraiment une structuration avec l'intervention de partenaires et vraiment une spécialisation très importante. Et enfin, la diversification, puisqu'on est parti aux origines des ransomware de cibles vraiment très ciblées à maintenant des grosses organisations et globalement une diffusion de masse sur ces ransomware. Et on va passer à la partie sur l'évolution des ransomware à travers tous les points dont on a déjà évoqué Antoine. Donc on a choisi de présenter l'évolution du ransomware en quatre périodes, en 4 temps, qui sont découpés voilà, selon les périodes que vous voyez sur ce slide. Donc on a la première période qui est celle de la genèse, hein, vraiment les origines du ransomware avec des attaques vraiment artisanales, isolées. Et on est vraiment on est plutôt sur des ransomware de type bloqueur, donc vraiment qui cherchent à bloquer des fonctionnalités. La deuxième période, c'est celle de la diversification, où là, on va s'appuyer sur le développement d'Internet pour se diffuser à plus grande échelle. Et on commence à avoir l'intervention de modèles de chiffrement plus robustes, avec notamment RSA qui commence à être utilisé. À cette période-là, on est vraiment sur l'émergence d'une menace. C'est une menace de niche, mais une menace. La troisième période, c'est celle de la structuration, où là, les groupes développant des ransomware vont vraiment s'organiser. On a une évolution rapide, que ce soit du nombre d'attaques ou des recettes engendrées par ces attaques. Et on a également une évolution technique assez rapide. Et la dernière, c'est celle qu'on est en train de vivre actuellement, donc celle de la professionnalisation. Donc on a un milieu qui est vraiment installé, professionnalisé avec le fameux ransomware as a service que j'évoquais tout à l'heure, et des rançons records qui font les gros titres des presses spécialisées ou non d'ailleurs de nos jours. Donc la première période de la jeunesse, comme je le disais, c'est vraiment une structuration très simple des groupes d'attaquants. On est souvent sur des attaquants seuls ou isolés. Les profits engendrés par ces attaques restent relativement mesurés. On est sur des rançons assez faibles. On vise particulièrement d'ailleurs des individus et pas forcément des organisations. D'un point de vue diffusion, on est vraiment sur une approche physique, donc que ce soit une diffusion via courrier ou les paiements des rançons via courrier, ou alors une distribution vraiment de la main à la main. Et d'un point de vue technique, on est vraiment sur les débuts, les balbutiements du ransomware et plus généralement encore de l'informatique à cette époque-là. Donc on est vraiment sur une conception do it yourself, hein, on peut l'appeler comme ça,
avec un chiffrement qui est très peu robuste et des victimes qui sont, comme je le disais, ciblées qu'autour du cercle d'influence de l'attaquant. Donc un exemple marquant qu'on peut citer, c'est le premier ransomware documenté de l'histoire qui s'appelle AIDS et qui s'appuyait sur des données de recherche sur le virus du sida qui avait été diffusé donc à des chercheurs par un chercheur. Donc on est vraiment dans un cercle d'influence. Et je laisse Laurent vous présenter plus en détail comment ça Merci Antoine. s'organise. Alors, du coup, je vais vous présenter un petit peu une structuration propre à la Genèse et qui va s'inspirer grandement du fonctionnement d'AIDS. Donc, vraiment l'exemple marquant au final de cette période comme étant le premier ransomware documenté. Alors, vous pouvez retrouver en étape 1, donc toute la partie qui va être propre à la conception du ransomware. Donc, nous avons notre cybercriminel qui va aller concevoir son ransomware avec son chiffrement amateur, le stocker sur un support physique qui est à cette époque une disquette malveillante. Et ensuite, nous allons pouvoir passer à l'étape 2, qui est donc la propagation de ce dit ransomware. Donc, comme le disait Antoine, nous avons une première phase qui va être soit de la propagation physique à travers des courriers, donc voie postale, ou alors au sein de conférences, notamment de l'OMS, étant donné que c'était une thématique sur le sida, et là où on pouvait toucher un maximum de chercheurs dans le domaine de la santé. Et donc, du coup, cette distribution, dans ce cas-là, était manuelle. Ce ransomware arrive donc sur le poste de notre victime, donc à travers le support amovible qui est donc la disquette, et la victime va donc devoir réaliser un paiement pour proposer à l'attaquant de récupérer son gain et ainsi en échange récupérer l'accès à son poste qui a été compromis. Donc ce paiement à cette époque, qui est la Genèse, se passait principalement par virement bancaire à travers une société écran ou alors même à travers courrier physique où on mettait directement les billets au sein de ces courriers. Donc, ça nous amène à la deuxième période, qui est celle de la diversification. Donc, on est sur le début des années 2000, fin des années 2000, où on va vraiment commencer à observer une structuration un peu plus complexe, avec des attaquants qui vont se regrouper en groupes d'attaquants pour unir un petit peu leurs forces. D'un point de vue monétisation, les rançons restent faibles, mais de par la diversification et la diffusion un peu plus large de ces ransomware, on va essayer de toucher plus de personnes et donc de générer plus de revenus. Donc on est vraiment sur un vecteur de masse de victimes touchées. Et ce qui est important de noter également, c'est qu'on s'appuie sur tous les moyens de paiement possibles pour essayer un petit peu de brouiller les pistes avec l'utilisation par exemple de services SMS surtaxés ou vers la fin de cette période, l'utilisation de monnaies numériques alternatives. Donc on est sur le début des crypto-monnaies également sur cette période. D'un point de vue diffusion, donc comme je le disais en introduction, on s'appuie vraiment sur le développement d'Internet pour se diffuser de manière plus efficace avec du phishing de masse notamment. Et également la diffusion de ces ransomware sur les forums par le biais de liens vérolés, etc. D'un point de vue technique, donc on a l'apparition l'utilisation en tout cas de RSA dans le cadre de ces ransomware dès 2005. Ça amène à un chiffrement qui est plus robuste avec une extension progressive de la taille des clés utilisées et donc ce qui va complexifier finalement le déchiffrement de ces systèmes. Et d'un point de vue victime, on est toujours sur des individus non ciblés, mais on va toujours s'appuyer sur une réaction donc rapide, en essayant même des fois de jouer sur la honte ou la peur pour susciter pour provoquer en tout cas un paiement très rapide. Donc deux exemples un peu marquants de la période, c'est PGP Coder donc dès 2005. Ou Winlock en 2007 qui a occasionné 16 millions de dollars de recettes. Donc on commence à être sur des montants intéressants. Et je te laisse la parole, Laurent, pour présenter un petit peu l'organisation. Super. Alors, nous allons reprendre donc un schéma de structure qui va principalement s'inspirer de Winlock. Ce qui va être intéressant ici, en fait, ça va être de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de changements avec le schéma précédent. En fait, on a juste amélioré la structure de la genèse pour arriver à la diversification. On est toujours sur le même processus avec conception, propagation et paiement. Donc là, la première différence, c'est que nous sommes plus sur un cybercriminel isolé, nous sommes sur un groupe d'attaquants qui vont aller créer et développer ce ransomware.
Les vecteurs de propagation ne sont plus les mêmes, mais on en a toujours. Ce coup-ci, on use, comme le disait Antoine, l'émergence d'Internet pour attaquer à travers du phishing, donc c'est des emails qui sont malveillants, ou alors à travers des forums, ou encore avec des compromissions directes, dans le cas où on découvre une vulnérabilité sur le système ciblé. Nous avons donc possibilité d'attaquer différentes victimes, et les méthodes de paiement, elles aussi, ont évolué. Donc là, nous sommes principalement sur de l'appel surtaxé ou du SMS surtaxé, auquel cas, la victime va donc devoir téléphoner à un opérateur téléphonique étranger, payer la somme correspondant à la rançon avec les surtaxes de l'appel, et cette somme-là va être transmise à la société criminelle à travers un compte bancaire. Donc la troisième période, c'est celle de la structuration, où là, on va vraiment commencer à observer donc une structure cybercriminelle complexe. Certains groupes cybercriminels qui vont même collaborer les uns avec les autres. Et on commence à avoir un phénomène d'imitateurs, des gens qui vont dériver leur ransomware de ransomware existant et s'appuyer sur voilà, cette émulation un petit peu cybercriminelle. Donc la monétisation, là, va bien évoluer puisqu'on va s'appuyer en masse sur les crypto-monnaies, ce qui offre tout simplement un vecteur beaucoup plus simple pour dissimuler les paiements qui sont réalisés par les victimes. On observe également une augmentation sensible de la valeur des rançons, enfin, du montant des rançons, tout du moins, qui sont demandées par ces attaquants. D'un point de vue de diffusion, on est toujours sur une diffusion de masse, bien entendu, mais on va s'appuyer sur vraiment une industrialisation pour faciliter ce déploiement et cette diffusion de ransomware. Donc on utilise toujours du phishing de masse, hein, bien entendu, mais on utilise également des compromissions directes pour accéder à des environnements et ensuite monétiser une attaque par ce biais. On note l'apparition également de botnets pour dissimuler les sources de ces attaques, et on est plutôt sur des campagnes de diffusion longues, donc sur un an, voire plus, avec une modification perpétuelle et une amélioration perpétuelle de ces ransomware. D'un point de vue technique, assez peu d'évolution, si ce n'est la mise en place vraiment d'infrastructures pérennes, ce qui va de pair avec l'industrialisation d'ailleurs. Ce qui permet aux groupes d'attaquants de redéployer facilement de nouvelles versions et des évolutions de leur ransomware. Et d'un point de vue victime, on commence à cibler en masse des organisations. Et globalement, on observe une augmentation du nombre de victimes. Hein. On est vraiment dans un boom des ransomware. En termes d'exemples marquants, on peut parler de CryptoLocker, qui a engendré près de 27 millions de dollars. Toujours pareil, à faire attention à ces données qui sont globalement issues du déclaratif, comme le disait Margot. Mais il est notable parce que c'est le premier ransomware à utiliser un botnet pour se diffuser, pour se dissimuler finalement dans cette diffusion. Et on peut également parler de CryptoWall et de TeslaCrypt, qui sont des ransomware assez marquants de cette période-là. Alors, ce schéma de structure, lui, va principalement s'inspirer donc de CryptoLocker, et nous allons toujours retrouver le même fonctionnement, et il va revenir au fur et à mesure, hein, toujours cette phase de conception, propagation et paiement. Donc là, nous avons la société criminelle composée de plusieurs cybercriminels pour développer le ransomware. Première différence, c'est que ce ransomware va être développé et va aussi être mis à jour pour permettre notamment d'assurer une campagne de propagation longue et pérenne. Nous avons donc ensuite le prestataire de botnet, qui va donc permettre la diffusion, et donc notamment la diffusion à travers la dissimulation pour éviter de laisser des traces, et donc du coup de pouvoir retracer d'où provient l'attaque. Les méthodes de compromission et de propagation sont donc les mêmes. Nous sommes sur du phishing, donc email et relais, compromission directe, pour atteindre nos victimes. Par contre, nous avons un gros changement sur la méthode de paiement, et notamment l'arrivée des crypto-monnaies. Et donc, du coup, c'était la première fois qu'on avait l'apparition du Bitcoin ou ce type de crypto-monnaie pour réaliser un paiement de rançon, et ce qui permet aussi de limiter la traçabilité, ou du moins les traces que laisse l'attaquant. Tout à fait. Et du coup, donc cette dernière période, qui est celle de la professionnalisation, vraiment, l'idée de cette période qu'on est en train de vivre actuellement,
c'est d'engendrer le plus de profit possible par tous les moyens. Donc on va observer donc une structure vraiment professionnelle, hein, comme vous le décrira Laurent juste après, mais on a vraiment une structure d'entreprise, hein, finalement. Le crime est vraiment organisé. Ce qui est assez intéressant de noter également, c'est qu'on observe un marché qui est concurrentiel. Donc vraiment, les ransomware, on leur offre du marketing un peu associé à cette offre, avec le développement évidemment d'une image de marque et un système des systèmes d'évaluation où on va voir que la crédibilité est très importante. Donc les groupes d'attaquants ont tout intérêt à être le plus crédible possible et professionnels dans leur approche. D'un point de vue monétisation, on est vraiment sur une explosion des profits par plusieurs biais, hein, des rançons records dans un premier temps, avec vraiment des records qui sont battus mois après mois sur des rançons qui ciblent des très grands groupes, et également une masse d'attaques. On a des attaques vraiment très fréquemment et un peu tout le temps de nos jours. Donc on s'appuie sur le modèle du ransomware as a service, et on a un nouveau vecteur de monétisation qui est la vente de données, donc des données qui ont été exfiltrées du système avant de chiffrer finalement ce système, ce qui permet de mettre la pression à la victime et également de vendre ces données tout simplement sur les réseaux un petit peu prévus à cet effet. D'un point de vue diffusion, assez peu d'évolution, hein, finalement, on est toujours sur les mêmes bases. D'un point de vue technique, on observe finalement un peu une synthèse de tout ce qui est, enfin de tous les types de malware qu'on peut rencontrer de nos jours, pour vraiment assurer de l'accès initial à la compromission et à la monétisation avec le ransomware. Et d'un point de vue ciblage des victimes, on observe ce qu'on appelle le big game hunting, pardon, où on va vraiment cibler des grands groupes, des très grandes entreprises qui ont plutôt le potentiel de payer les grandes rançons, et des rançons très importantes, tout simplement parce qu'elles ont le plus d'intérêt au final à rétablir leur système très rapidement. En termes d'exemples marquants qu'on peut évoquer, on peut parler de GandCrab, qui a engendré plus de 2 milliards de recettes sur une période assez courte d'1 an, mais encore de plein d'autres ransomware. Donc on a sans doute entendu parler un petit peu de Petya, de Maze, de Ryuk ou plus récemment de Airbolt. Merci Antoine. Alors, cette structure qui au final est l'évolution de la genèse, diversification et structuration, qui nous donne donc la structure de la professionnalisation, a beaucoup évolué entre les différentes phases. Notamment, on voit fortement l'arrivée de prestataires, et donc non plus qu'un seul prestataire, mais vraiment d'une décomposition où on fait appel à des sociétés de services, entre guillemets. Par exemple, si on reprend l'exemple de GandCrab, le groupe de cybercriminels a fait appel à un prestataire cryptographique pour s'occuper de toute la partie chiffrement de son ransomware. L'entreprise cybercriminelle en elle-même était décomposée en plusieurs parties. Nous avons donc les développeurs et ceux qui vont mettre à jour le ransomware. Nous avons le commercial qui va aller fixer les prix, la communication. Nous avons le community manager qui va aller partager sur des forums les informations d'évolution du ransomware pour notamment attirer des prospects dans le cadre d'une utilisation de ransomware as a service, donc une location du service de ransomware. Une fois que le ransomware est développé et mis à jour, nous avons donc la phase de diffusion, toujours à travers des botnets pour assurer une dissimulation. Une phase de propagation avec l'envoi d'emails verrouillés, donc le phishing, compromission directe, où là, les victimes seront principalement, comme le disait Antoine, des grands groupes, donc le big game hunting. Les moyens de paiement sont souvent, là encore, des virements en crypto-monnaie à travers un porte-monnaie virtuel. Nous avons donc aussi des nouveaux vecteurs en fait, de gains financiers. Le paiement de la rançon, comme je le disais. La personne qui va aller acheter des données, c'est ce qu'on parle dans ce cas-là de double extorsion, où pour faire pression sur la victime, on va chanter avec les données de la victime, et ensuite, on peut aussi les revendre sur les plateformes associées à cet effet. Et enfin, donc, le ransomware as a service, la location du ransomware pour les petits attaquants qui n'ont pas forcément les moyens d'en développer et qui, eux, vont utiliser le ransomware et sur lequel cas, la société criminelle va récupérer des bénéfices, un pourcentage des bénéfices que le loueur aura fait.
Et puis finalement, qui sont ces attaquants aujourd'hui identifiés? Ce qui ressort, hein, alors on a vu, hein, il y a différentes phases, hein, jusqu'à la professionnalisation, on est sur un niveau de structuration qui est assez important. Mais néanmoins, pour les attaquants, on a encore finalement peu d'informations. On est beaucoup sur du déclaratif, mais on a quand même pu identifier, on va dire, 3 typologies d'attaquants. On va avoir de grands groupes, les groupes, on va dire, de taille intermédiaire, et finalement l'individu qui reste présent aujourd'hui, hein, dans les activités de ransomware. Le grand groupe, on vient de le voir, c'est celui qui va développer des ransomware as a service, qui va développer également des ransomware sophistiqués, qui va développer, potentiellement proposer à la location ces ransomware. C'est un groupe qui est organisé, il y a des personnes qui vont faire de la conception, il va y avoir des commerciaux, il y a même des équipes de support sur l'utilisation du ransomware. On va avoir des équipes de développement spécifiques, il va y avoir un siège. On est vraiment sur des sujets qui sont assez développés. Et puis même pour aller plus loin, on va même avoir des équipes de support potentiellement pour les victimes de ransomware, pour comment appliquer, par exemple, les petits chiffrements, etc. L'exemple qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est Revil. Revil qui avait cette double activité lucrative qu'on a déjà évoquée, à la fois le développement et la mise en location de ransomware as a service, et puis finalement aussi la vente de données volées. Donc ils ont un volet développement, puis un volet un peu e-commerce, quoi, illégal malgré tout, mais e-commerce. C'est un groupe qui va détenir le record de la rançon connue la plus élevée pour une victime. C'était en mars 2021, donc quand même à 50 millions de dollars. Et puis responsable de plus de 7000 infections et de plus de 200 millions de dollars de rançon récupérés. Encore une fois, c'est à titre indicatif, mais rien qu'à titre indicatif, on imagine du coup que c'est plus, mais à titre indicatif, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important et fortement diffusé. On va avoir aussi les groupes de taille intermédiaire, donc certainement moins bien organisés. On dispose de peu d'informations sur ces groupes, certainement aussi parce qu'ils savent être discrets. Ils savent mettre en place, cibler des organisations qui vont pas forcément diffuser les informations qu'elles ont été attaquées. Et on peut imaginer que c'est aussi un moyen de financer des APT, qui sont du coup des groupes d'attaquants. C'est un moyen pour financer d'autres types d'attaques. Et puis, on garde encore l'exemple de l'individu qui, lui, va utiliser des ransomware as a service ou qui va tout simplement rééditer des ransomware. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des bases de ransomware, de malware qui sont accessibles, pas sur le darknet, qui sont accessibles à partir de Google avec une recherche. Ça, c'est possible. Et puis, on a quelques exemples. Là, je vous donne un exemple très récent, un exemple français qui a eu lieu en décembre dernier. C'est un jeune qui a lancé, donc un jeune français de 23 ans qui a lancé des campagnes de ransomware, qui a été arrêté par la gendarmerie française, qui a identifié, qui a réussi à remonter jusqu'à lui. Et donc, du coup, il avait quand même réussi à récolter plus de 19 millions d'euros d'actifs en crypto-monnaie, ce qui est assez important pour une seule personne. Et puis, il a été arrêté finalement chez ses parents pendant les vacances, quoi. Donc, c'est aussi des cas qui existent. Avant de passer à la phase de réaction, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On sera ravis de faire une courte pause pour pouvoir y répondre, s'il y a des questions. Bonjour à tous. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc vous allez pouvoir continuer. N'hésitez pas tous à poser vos questions si besoin. Vous avez un petit onglet qui a l'icône d'une bulle avec un point d'interrogation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On va passer à la phase de réaction, puis on prendra les questions au fil de l'eau. Évidemment, là, juste avant de passer à la phase de réaction, on a identifié là des groupes d'attaquants. Les attaquants, ils vont attaquer des organisations, mais ils s'attaquent aussi entre eux. Donc ça, c'est un élément à partager avec vous. Sur la phase de réaction, on va vous partager un peu les bonnes pratiques. On va revenir un peu aussi sur cette promesse de rançon, sur l'évolution aussi des réactions qu'on a pu identifier. Pour commencer, on voulait simplement partager la grande recommandation de l'ANSSI qui est en 2 volets, une recommandation technique et une recommandation organisationnelle. Comment réagir en cas d'attaque? Donc sur le volet technique, la première étape, ça va être d'avoir des traces, de pouvoir identifier le parcours de l'attaquant, donc c'est-à-dire identifier tous les événements qui sont liés à l'incident, quelle action a été réalisée, à quelle heure,
quelle date exacte, quel acteur a pu la réaliser, identifier le parcours technique que l'attaquant a pu avoir au sein du SI. Ça va donner des informations sur le niveau de pénétration qu'il a pu avoir sur le SI et donc sur le dommage potentiel qu'il y a au sein du SI et des choses qui ont pu être mises en place. D'identifier également, le fait d'identifier ce parcours technique va permettre également d'identifier les sauvegardes saines, à savoir à quel moment, finalement, jusqu'où on peut remonter pour avoir un niveau de sauvegarde saine de notre SI. Et puis, tout ça, ça va nous permettre, toutes les traces nous permettent d'identifier les dommages qu'il va y avoir sur le SI. Il va y avoir un enjeu également, une recommandation de déconnexion, tout en maintenant les supports de sauvegarde. Et puis, un sujet sur le blocage des communications. Et l'idée, là, c'est d'éviter la propagation d'une attaque, la propagation, par exemple, de ce ransomware, sans pour autant bloquer la collecte des traces qu'on vient d'évoquer. Et puis, l'étape suivante, la recommandation suivante à l'ANSSI au niveau technique, ça va être un sujet sur la restauration. Comment est-ce qu'on peut restaurer notre système d'information à partir de sources qui sont saines? Donc là, on comprend bien qu'il y a un vrai enjeu autour de la sauvegarde sur le système d'information. Et puis, le volet technique, il ne se suffit pas à lui-même. Il y a un volet organisationnel qui est essentiel pour maîtriser cette attaque et savoir comment réagir. Il y a toute une phase de pilotage de la crise. Le pilotage de la crise, il est important quand on va quand il va y avoir une attaque de type ransomware, mais autre également, c'est à savoir comment est-ce qu'on peut préparer la judiciarisation. La judiciarisation, ça veut aussi dire derrière comment est-ce que je vais pouvoir être remboursé des attaques, les assurances, etc. Et comment on va remonter jusqu'à l'attaquant. C'est aussi anticiper le risque d'une fuite de données. Une fuite de données, par exemple avec des données à caractère personnel, ou ça peut être aussi des données qui vont être importantes pour l'économie, les activités économiques de l'organisation qui va être visée. Et puis finalement, c'est d'identifier aussi l'impact que ce dysfonctionnement va avoir, l'impact du dysfonctionnement de ces sites, qu'est-ce qu'il va avoir comme impact sur les activités quotidiennes de l'entreprise. Ça peut aller d'un arrêt momentané de l'activité à, par exemple, une fermeture d'usine, comme on a déjà pu le voir, et donc tout un plan d'activité qui est mis sur le carreau. Et puis, piloter la crise, ça va être aussi d'avoir différentes cellules pour gérer cette crise. On va avoir des blue teams. Donc, il n'y a pas qu'une seule blue team. On va avoir une blue team qu'on va dire technique, qui va assurer toute cette collecte de traces, etc. Et puis, il faut également à minima, une blue team qu'on appellera de management, qui va prendre les décisions, qui va être au cœur pour les échanges de communication avec les autorités, qui va également rassurer en interne, etc. Donc, il y a vraiment différentes cellules de crise qui vont mettre en place. Il y a un vrai enjeu de communication également, à savoir communiquer auprès des autorités compétentes. Donc, tout dépendra du pays dans lequel on va se trouver, mais il y a aussi une communication auprès des partenaires, parce qu'on pourrait imaginer qu'une organisation qui serait par exemple en sous-traitance d'une autre, on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir des impacts quand on est sous-traitant via l'organisation pour laquelle on travaille. Et d'ailleurs, c'est remarqué, il y a de nombreuses attaques qui sont réalisées auprès des sous-traitants pour finalement toucher ce qu'on disait tout à l'heure. C'est high target value, c'est organisations qui sont capables de payer. Et puis finalement, en termes de communication, ce qui va être important, ça va être la maîtrise des canaux de communication. C'est-à-dire à la fois donner le juste niveau d'information en externe, mais également en interne auprès des collaborateurs. On ne va pas diffuser les mêmes informations à l'ANSSI, s'il y a une attaque, en interne et en externe. Et puis, ce qui va être important également, ça va être d'anticiper et de préparer le dépôt de plainte. Ça va être important parce que ça va conditionner la réparation, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, la réparation du sinistre, notamment par les assurances. Et puis, le dépôt de plainte, c'est la récolte de preuves. Donc, identifier les traces dont on parlait tout à l'heure, des journaux de sécurité, des échantillons de fichiers, par exemple, qui auraient été chiffrés, la rançon, et puis finalement, d'identifier également des témoins physiques de l'accident, etc. Donc, c'est une phase qui est très importante. On a évoqué tout à l'heure la promesse de la rançon. On se pose finalement une question, c'est
le ransomware, pour récupérer ses données ou son activité, l'organisation doit payer une rançon. Et finalement, est-ce que la rançon, elle tient sa promesse? Ce qui a pu être remarqué, finalement, c'est que un coût de rançon, il est élevé pour une organisation, souvent adapté à la taille de l'organisation, mais il reste souvent inférieur à celui d'une restauration. Donc la restauration, c'est-à-dire retrouver son état initial sur son SI. Ce qui est intéressant ici, c'est que le coût d'une restauration, il est important avec rançon ou sans le paiement de la rançon. Quelques chiffres à vous partager. Il y a une étude qui a été réalisée en 2021 par l'entreprise Sophos, qui a été réalisée auprès un peu plus de 5000 DSI, donc directeurs de systèmes d'information, donc ça veut dire plus de 5000 organisations dans 30 pays différents. Et ce qui a pu être identifié, ils ont posé des questions, c'est les DSI qui ont été impactés par des ransomware. Et finalement, c'est que dans la grande majorité des cas, les victimes, elles ont récupéré les données qui avaient été chiffrées. Néanmoins, elles les ont récupérées de différentes manières. Pour la moitié de ces DSI interrogés, elles l'ont récupéré via des sauvegardes. Donc, elles n'ont pas payé de rançon, elles ont remis en place leur système d'information à partir de sauvegardes CERN. Il y en a un quart qui ont, et finalement, il y en a un quart parmi ces 5000 qui ont payé une rançon. Le paiement de la rançon ne se suffit pas à lui-même. Je viens de le dire, le coût de la remédiation, c'est quelque chose qui reste élevé avec ou sans rançon. C'est un coût qui doit être appliqué à l'ensemble des dommages qui vont pouvoir en fait être liés à ce ransomware. On va avoir l'arrêt des services, on va avoir les ressources humaines donc soit les personnes qui ne vont plus pouvoir travailler, soit les personnes qu'on va devoir mobiliser pour remettre en place le système d'information. On va avoir les équipements et réseaux. Par exemple, il peut y avoir de l'achat, on va devoir peut-être remplacer des équipements. Il va falloir identifier également le manque à gagner. Donc, on voit bien qu'en fait, que la remédiation, elle prend en compte un très grand nombre d'éléments et les dommages peuvent être appliqués. C'est pas juste à un instant T, c'est également des dommages sur un temps qui peut être assez long. Le coût moyen d'une remédiation, toujours par rapport à cette étude que je vous ai citée tout à l'heure, il est estimé à 1,8 million en moyenne sur ces organisations. Et vous voyez, le coût de la rançon, elle est estimée à 170 000 en moyenne. Avec ou non paiement, finalement, le coût de la remédiation, dans tous les cas, il sera et puis, la promesse de cette rançon, donc on voit bien que même en cas de paiement de rançon, la remédiation aura un coût. Et se pose aussi la question de cette fiabilité, finalement, du fait de payer la rançon. Est-ce qu'on peut faire confiance dans les clés de chiffrement? Toujours à partir de cette étude, on voit bien que, en fait, seulement 65% des données, elles ont pu être restaurées après le paiement de la rançon auprès de ces DSI. Ce qu'on constate, c'est que, alors, autant il y a des clés de chiffrement qui sont efficaces, mais il y a aussi des clés de chiffrement qui sont imparfaites, qui sont non fonctionnelles, qui sont pas performantes. Et en fait, c'est comme dans les projets informatiques globaux. Il y a des choses qui sont fonctionnelles, il y a des choses qui ne sont pas fonctionnelles. Et ben, c'est la même chose ici sur ces clés de chiffrement. Et on a un exemple en 2021, donc DarkSide. Donc, c'est un groupe qui a attaqué Colonial Pipeline, mais en fait, il y a plusieurs exemples. Ça, c'est un exemple qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ils ont été victimes d'un double chantage avec la rançon et puis potentiellement une vente de données. Ils ont payé une rançon, donc voilà, en Bitcoin. Et finalement, la restauration des données était trop longue. Donc, ils ont restauré leur système d'information à partir de sauvegarde SEN. Donc, ils ont payé une rançon qu'ils n'ont pas pu utiliser finalement. Ils n'ont pas pu utiliser l'acte de chiffrement à bon escient. On a un autre cas comme ça en Irlande où il y a le système de santé qui a été attaqué. Je pense que les hackers ont dû avoir un petit moment, ils ont un petit moment de doute peut-être sur le fait d'attaquer un système de santé. Ils ont diffusé la clé de chiffrement de manière gratuite, trop longue. Et donc du coup, le système de santé irlandais, on a dû faire appel à une entreprise externe pour pouvoir aller plus loin, pour rendre la clé de chiffrement efficace et pouvoir restaurer les données. Donc en fait, on a plein de cas où finalement, payer la rançon, oui, mais finalement, la clé de chiffrement ne permettra pas d'aller assez vite pour récupérer des données et restaurer le système d'information. Ce qui est intéressant également,
sur la réaction et ce qui est en train d'évoluer, c'est la fortification de cette réaction. Une fortification à différents niveaux. On a au niveau politique, au niveau des enquêtes qui sont réalisées, au niveau de la mise à disposition également des clés de chiffrement, et puis au niveau médiatique. On voit que aujourd'hui, en termes politiques, il y a une volonté justement mise sur le non-paiement de la rançon. Aux États-Unis, par exemple, il y a une proscription qui est en train d'être réalisée sur le paiement des rançons. Pour le FBI aujourd'hui, payer une rançon liée à un ransomware, ça équivaut à financer du terrorisme. Il y a également des sanctions financières envers les victimes de ransomware qui seraient allées payer une rançon. On a, par exemple, toujours aux États-Unis, l'Office of Foreign Access Control, qui va mettre des sanctions financières sur les entreprises qui auraient payé une rançon, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger. On va avoir également quelque chose qui arrive là, et c'est assez récent, ça date du début d'année 2022, des assurances qui ne remboursent plus les rançons. C'est quelque chose qui avait pu être mis en place dans le passé, c'est-à-dire des assurances qui prenaient en compte le prix de la rançon, qui allaient rembourser la rançon pour une remise à niveau et puis pour un retour à la restauration des systèmes d'information. Aujourd'hui, les assurances, elles vont refuser de payer les rançons. Et puis, on a également au niveau politique quelque chose qui est assez récent, ou au moins médiatiquement, c'est la coopération internationale pour arrêter en fait l'origine des ransomware, donc pour arrêter les groupes. On a par exemple une arrestation qui a été très médiatisée du groupe Revil par le FSB en lien avec le FBI en janvier 2022. Sur ce qui est de l'enquête, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie volonté de tracer les mouvements financiers par rapport au ransomware. On a parlé de DarkSide, on a parlé de Colonial Pipeline il y a juste quelques minutes. On a vu qu'ils avaient payé une rançon, mais finalement, sur cette rançon qui avait été payée, on voit qu'il y a une partie de cet argent payé qui a été récupéré par les autorités, qui ont pu tracer les chemins, les différents portefeuilles auxquels sont passés les bitcoins. Évidemment, ils n'ont pas diffusé la méthode. Donc, on ne sait pas exactement comment ils ont fait, mais donc, du coup, on voit qu'il y a quand même une vraie volonté aussi de toucher au portefeuille. On voit également d'autres opérations internationales également dans les enquêtes, notamment avec Europol. Par exemple, toujours dans le cadre de Revil, il y a eu des arrestations. Donc Revil, ransomware, un groupe d'attaquants potentiellement dans l'est de l'Europe. Et quand des utilisateurs de ce ransomware voyageaient, ils ont pu se faire arrêter aux frontières, notamment en Pologne. Donc ça, c'était en fin d'année dernière. Et puis, on voit aussi des primes à l'information pour pouvoir aller plus loin dans les enquêtes, notamment pour le groupe DarkSide, il y a des communications qui sont sorties pour une prime entre 5 millions et 10 millions de dollars en cas de diffusion d'informations. Donc, on revient un peu à l'ère wanted dans les westerns. Et puis, il y a quelque chose de vrai. C'est pas complètement nouveau, mais il y a une mise à disposition. Alors, autant tout à l'heure, on disait qu'on pouvait trouver des ransomware assez facilement sur le web, mais on peut également trouver des bibliothèques de clés de déchiffrement aujourd'hui. Il y a des organisations à but non lucratif, il y a aussi des organisations à but lucratif qui le font. Il y a un projet qui est intéressant qui s'appelle No More Ransomware Project, No More Ransom Project, qui diffuse plus de 140 clés de chiffrement, dont 13 clés de ransomware majeures. Et ils ne se contentent pas simplement de diffuser ces clés, ils vont aussi accompagner les organisations pour pouvoir déchiffrer, pour pouvoir remédier suite à une attaque. Dernier pan qui est très intéressant également, c'est l'aspect médiatique. Aujourd'hui, il y a une médiatisation des attaques. La presse spécialisée s'en était déjà emparée, mais aujourd'hui, la presse générale également s'en empare. On voit également des articles sur les ransomware dans les presses quotidiennes. Et puis finalement, il y a aussi un intérêt sur l'international comme le local. Donc de DarkSide à l'hôpital de votre localité, on va parler du ransomware. Et puis une grande médiatisation des arrestations, le cas de Revil, avec des vidéos d'arrestations musclées, un petit peu type film ou série,
qui ont lieu notamment ce début d'année. Réagir, ça suffit pas, il faut aussi pouvoir anticiper les risques. C'est ça. Et donc, on essaye de réduire un maximum les risques. Tu peux passer. Donc, Margot, on a déjà pas mal parlé. Donc, on va être finalement autour des sauvegardes avec une stratégie assez classique qu'on nomme la stratégie 3-2-1, c'est-à-dire 3 copies, 2 supports différents et un support déconnecté. Donc, ça évite finalement la propagation du ransomware sur ce fameux support déconnecté et ça permet de repartir de sources qu'on peut considérer comme étant saines. Forcément, toutes les mesures un petit peu de prévention vont se baser sur des processus de mise à jour très larges au niveau du système d'exploitation pour réduire, comme le disait Antoine, le nombre un petit peu de vulnérabilités disponibles qui est un petit peu la base finalement de déploiement des ransomware. Donc on a tout ce qui va être du maintien en conditions de sécurité, du MCS, des stratégies de patch et finalement une prise de conscience un peu plus importante vraiment de la nécessité de garder l'ensemble des systèmes à jour. Troisième partie, c'est tout ce qui va être, alors là on parle d'antivirus, mais on pourrait aller un petit peu plus loin avec d'autres produits de sécurité, mais globalement de disposer en fait de moyens de détection sur les postes et sur le réseau. C'est-à-dire pouvoir identifier certaines sources de malware, pouvoir identifier certains outils, ou pouvoir carrément identifier les ransomware, ce qu'on appelle par exemple la technique des fichiers canaries. Tout ça, ça va permettre finalement de détecter l'attaque dans ses dans ses premières étapes et permettre une réaction plus rapide et forcément moins coûteuse vu que tout n'est pas encore chiffré. Toujours dans l'esprit et dans l'aspect de la détection, on va avoir cette notion un petit peu de supervision. Donc supervision presque au sens SOC du sujet, avec un SIEM, avec d'autres produits de sécurité, et tout ce qui va tourner autour d'une stratégie de détection, ce qui va vraiment permettre d'alerter au plus tôt d'un risque imminent. Et la dernière phase, qui est vraiment aussi de pouvoir cloisonner, donc comme le disait Margot tout à l'heure, une des choses assez communes en cas de ransomware avéré, c'est finalement de tout déconnecter du réseau. Le fait de cloisonner le réseau de manière, on va dire, correcte ou en tout cas appropriée, peut permettre de limiter l'impact, par exemple, d'un ransomware qui se déclencherait en pleine nuit et où globalement personne serait capable de déconnecter son poste du réseau. On va éviter finalement tout ce qui est un petit peu mouvement latéraux. Alors vous le voyez un petit peu sur les slides, il y a toujours 2 aspects. Il y a l'aspect plutôt bleu en bas, plutôt défensif, plutôt rouge en haut, plutôt offensif. Et forcément, chaque mesure de sécurité donne lieu à des adaptations côté attaquant, et chaque mouvement attaquant donne lieu à des réflexions côté défenseur. Donc finalement, c'est pour ça qu'on essaye de dresser une espèce de ligne qui est finalement l'équilibre à essayer de trouver pour vraiment expliquer le sujet. C'est-à-dire que les attaquants vont essayer de contourner ça, ils vont attaquer des sauvegardes, ils vont se mettre à chercher des vulnérabilités 0D, donc globalement, vous avez beau être à jour, ça changera rien. Ils vont couvrir ces traces, comme en parlait Antoine, il va y avoir des mesures un peu d'obfuscation, des choses comme ça, et finalement, il n'y a pas grand-chose à faire de manière, je dirais, très efficace pour vraiment réduire le risque. Après, on peut passer rapidement à la slide suivante. On a encore quelques éléments qui peuvent venir aider sur la réduction du risque. C'est finalement la limitation au maximum des privilèges associés aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'un ransomware, quand il est déployé sur un poste, il a très probablement besoin de droits d'administration. Si par défaut tout le monde est utilisateur et les droits d'administration sont vraiment restreints à une population ciblée, on va limiter le risque de déclenchement de la charge malveillante ou alors ralentir légèrement l'attaquant de sorte à ce qu'il doive obtenir ses droits avant de lancer son attaque. Et donc générera plus de traces et donnera plus de temps pour détecter et réagir. C'est aussi la sensibilisation, comme on en parlait au tout départ, dans la majorité des cas, la première étape finalement de déploiement aujourd'hui d'un ransomware,
c'est le phishing, ce qui veut dire que quelqu'un finalement a laissé entrer la charge malveillante dans le système d'information, et donc la sensibilisation peut vraiment permettre de prendre conscience et de limiter un petit peu ce risque pour éviter de donner un accès finalement aux attaques. On va avoir toutes des mesures de gouvernance, comme en parlait Margot, donc qui vont plutôt être des plans d'urgence et de poursuite d'activité, qui incluent la gestion de crise, forcément, mais qui incluent aussi finalement des procédures de reprise et de réponse. C'est-à-dire comment je reconstruis mon système d'information, quel segment de mon réseau je dois déconnecter, à qui je dois communiquer quelle information, etc. Tout ça, ça se prépare forcément. Et enfin, le dernier plan, qui n'est pas vraiment une mesure de sécurité, mais qui est plutôt une mesure, on va dire, financière à associer à l'attaque, comme on parlait Margot sur la partie coût de la remédiation. On a de plus en plus d'entreprises qui font appel à des assurances cyber, donc comme des assurances de voitures, de maisons, etc. Et finalement, elles se couvrent pour toutes les pertes d'exploitation liées à un incident cyber. Ça va couvrir les ransomware et d'autres types d'attaques, mais notamment les ransomware. Et ça peut en tout cas aider à la reprise de différentes manières, en faisant appel à des experts ou en finançant d'une certaine manière l'opération de reprise. Mais voilà, donc c'est vraiment l'ensemble de ces mesures qui peut permettre de réduire le risque. Et le point important, c'est qu'on parle bien de réduction du risque, mais pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant aussi de ce que dit Guillaume, c'est que la réduction du risque, finalement, elle doit être aussi continue. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui doit être réévalué et qu'il faut remettre des mesures. Dans le temps, ça évolue. Dans quelques années, il y en aura peut-être d'autres types de mesures. Il y aura peut-être aussi d'autres mesures techniques, forcément, à mettre en face. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là sur le panorama un petit peu des actions qui sont faisables côté défenseur. Et on a terminé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, alors nous avons deux questions. La première, vous nous avez expliqué que l'utilisation et le volume des ransomware finalement évoluent presque quotidiennement. Stéphane nous demande, est-ce que cette évolution est présente également du côté du cadre juridique, notamment sur les risques pénaux associés à ces ransomware? Je veux bien prendre une partie de la réponse, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut comprendre, en fait, d'un point de vue juridique, c'est que le juridique fait partie d'un territoire juridique. Par exemple, en France, l'aspect judiciaire va s'appliquer en France, mais pas forcément aux États-Unis, pas forcément en Russie. Et la problématique qu'on rencontre avec les ransomware ou tout type d'attaque informatique, c'est que les attaquants ne sont pas forcément dans le pays qu'ils attaquent. Donc, outre coopération juridique entre plusieurs États, et chose qui peut prendre beaucoup de temps, il est souvent très compliqué de pouvoir associer des mesures juridiques à un attaquant qui a ciblé depuis un État différent. Or, par exemple, s'il y a un attaquant en France qui attaque une entreprise française ou autre, là, il y a des mesures juridiques qui sont prévues, comme on a pu le voir avec l'exemple du jeune de 23 ans qui a été pris dans le Vaucluse. La réaction juridique elle passe aussi, donc on l'a vu assez récemment du côté des États-Unis, par une sorte de pression mise par le gouvernement sur les entreprises pour éviter qu'elles ne payent les rançons, puisque tout le modèle des ransomware au final est basé sur le fait que certaines personnes ou entreprises payent cette rançon, et du coup, en coupant cette source de revenus, effectivement, il n'y a plus de modèle de ransomware et techniquement, il n'y a plus besoin, enfin, il n'y aurait plus de demande finalement, il n'y aurait plus d'offres d'un point de vue cybercriminalité. Donc oui, ça évolue dans chaque pays différemment. Tout à fait. Merci pour ces éléments de réponse. On a une deuxième question. Malgré le coût élevé de la remédiation qui est potentiellement supérieur à celui du paiement de la rançon, Sébastien nous demande si, de par la faible fiabilité des clés de chiffrement, le fait de ne pas payer la rançon s'avère être le choix le plus rationnel. Ouais, je crois que Sébastien a répondu à ces questions tout seul. Un petit peu, ouais. Effectivement, en fait, de toute façon, la remédiation doit avoir lieu. C'est-à-dire, elle ne sera pas forcément aussi complète si on paye la rançon. Mais globalement, juste déchiffrer avec une clé de chiffrement achetée,
Ça suffira pas. ça suffira pas, puisque ça veut dire que le système d'information est dans le même état qui a permis à l'attaquant de réaliser ce genre d'opération. Ce qui veut dire qu'il y a des mesures correctrices à faire, il y a des mesures un peu de recherche, de forensique à réaliser, et dans tous les cas, des frais, il y en aura. Peut-être pas tous, mais il y en aura. Est-ce que c'est le bon choix? On peut, Difficile à dire. difficile à dire. Après, on peut reparler un peu de juridique. Ouais. Comme on l'a un petit peu évoqué là au cours de la présentation, les autorités commencent à appliquer également des réactions sur les personnes des organisations qui vont financer finalement des rançons et financer des groupes criminels. Tout à fait. De manière générale, le bon geste est de ne pas payer la rançon globalement. En fait, le bon geste, c'est de communiquer auprès des autorités compétentes. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que naturellement, on peut pas aussi dire juste ne pas payer la rançon, faut pas le faire, car les attaquants, eux, s'adaptent à cette solution et vont proposer justement des possibilités de chantage. C'est là où on parlait de double extorsion. Naturellement, admettons, je suis une entreprise qui possède des données que j'ai vraiment pas envie que ces données soient publiées sur l'internet et que l'attaquant a accès à ces données et qu'il me dit tant que tu auras pas payé la rançon, je serai en capacité de publier toutes tes données et je vais le faire petit à petit pour te donner une raison valable, outre le fait de les récupérer, de me payer aussi la rançon. Et c'est aussi ce vecteur-là qui fait que c'est pas forcément si simple de dire non au fait de payer une rançon. Et puis on a un exemple récent, il me semble du mois dernier, au niveau du ministère de la Justice, où il y a un groupe d'attaquants qui finalement a dit qu'ils avaient mis un ransomware côté ministère de la Justice, et qui ont beaucoup communiqué autour de ça, qui ont menacé de divulguer des informations. Qui ont fini par le faire et finalement on s'est rendu compte que bon, on était C'était pas le plutôt, ministère de la c'était Justice. pas le ministère de la Justice, c'était plutôt un cabinet d'avocats en Normandie. Effectivement, on est dans la stratégie du choc, on est dans la stratégie de la peur. Donc en fait, le vrai secret, c'est de prévenir et d'anticiper des attaques potentielles. Ok, merci. Et puis, on a encore deux petites questions. La première, c'est finalement, est-ce qu'on sait, Grégory nous demande si on sait si la Russie va continuer de lutter contre les ransomware ou les protéger. Plus globalement, est-ce qu'un pays est en mesure de défendre finalement des ransomware dans le cadre notamment de problèmes économiques ou que sais-je? Alors ça, c'est une question géopolitique à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est une problématique. La situation en plus actuellement est très instable, comme chacun le sait. Je suis pas sûr qu'ici autour de cette table on ait nos entrées à la table de ces dirigeants, donc je sais pas si En fait, il y a on a la plusieurs réponse. choses à prendre en compte. Déjà sur les groupes d'attaquants, prendre des pincettes sur l'association d'un groupe d'attaquants et une nationalité ou un pays. Bien sûr. On voit que c'est international, qu'on peut éditer des ransomware un peu dans tous les sens. Donc, il y a déjà prendre des pincettes sur cette association-là. Et puis ensuite, sur la défense. En tout cas, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on l'a vu là récemment, début 2022, avec une coopération du FSB et du FBI. On peut supposer, alors outre peut-être l'aspect vraiment très contextuel d'aujourd'hui, on peut supposer que ce sont des modes opératoires qui pourraient se reproduire dans le futur, mais sans vraiment de garantie d'une coopération, on va dire, totale entre les deux services. C'est ça. Et puis, sur cet exemple-là, FSB, FBI, on n'a pas non plus les tenants et les aboutissants de pourquoi ça a mené à cette arrestation. Est-ce que c'est un pays qui fait pression sur un autre? C'est peut-être ça aussi. Et comme souvent avec les ransomware, on est sur du déclaratif. Et donc, on observe les choses, mais on manque réellement d'informations. Il restait une question, je pense. Et je crois qu'il doit rester une question. Oui, c'est ça. Il nous reste une question, et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait de nouvelles questions qui s'étaient publiées. On aura l'occasion de vous répondre directement après la conférence pour rester dans le timing. Alors, la dernière question, finalement, de Grégory également. Connaît-on le nombre d'entreprises ayant fait faillite suite à une attaque de type ransomware? Alors, non, on ne connaît pas le nombre d'entreprises ayant fait faillite suite à une attaque au ransomware. Par contre, ce que l'on sait, c'est que
les petits groupes et les très petits groupes, bah, c'est forcément très meurtrier pour eux. Il y en a peu qui se relèvent suite à une attaque de ransomware, car c'est destructeur sans investissement et c'est un coût énorme de remédiation. Alors que les grands groupes, il y a plus de chances de pouvoir s'en remettre, mais il y aura forcément des séquelles sur le long terme, car ça pardonne pas une attaque avec des ransomware. Et finalement, voilà, comme c'est déclaratif, on ne dispose pas de toutes ces informations-là. On connaît les pour un tendances. Voilà, les chiffres. on connaît les tendances, ce qui se déroule sur le long terme. Ça, ce sera certainement des choses qui viendront. On est dans une phase de médiatisation. C'est des choses qui viendront, je pense, dans le futur. Clairement. Eh bien, je propose qu'on s'arrête là. Il est 14 heures. Merci à tous, donc tous les participants, mais également aux speakers et organisateurs. Alors, on est nous très contents de faire cette conférence. On réalise de temps en temps des conférences cyber. Donc, vous aurez peut-être l'occasion de revoir l'équipe dans un futur proche. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.